retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Gourmolo, professeur des universités, Youssouf Diaby, sociologue, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Alors, toujours sur cette possible démission en Afrique du Sud, vous vouliez intervenir, monsieur Gourmolo? Oui, je voulais dire que concernant ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud et pour Jacob Zuma, on a là l'exemple typique d'un chef d'État qui veut s'accrocher au pouvoir, malgré qu'il soit arrivé au bout du rouleau. Il a épuisé toutes ses chances, en quelque sorte, pour essayer de faire ce qu'il peut pour préserver le minimum, c'est-à-dire l'unité avec ses camarades, l'unité de ses rangs et de son camp. Voilà qu'il en arrive à une situation où il privilégie ses intérêts personnels à un point tel qu'il fait courir à son pays et à ses camarades le risque de pulvériser cette unité. Ce qui, précisément, est à l'inverse de l'idéologie de l'ANC, qui est quand même une idéologie de regroupement, de rassemblement. C'est ce qu'il disait notre collègue là tout à l'heure, c'est qu'il veut aller à la destruction, comme vous dites. Voilà. C'est la politique de la terre brûlée quelque part. Et je ne sais pas si ce n'est pas également un moyen de chantage. Parce que ça aussi, c'est terrifiant. Parce qu'on voit des chefs d'État un peu partout d'ailleurs en Afrique faire de cette possibilité de destruction un instrument de maintien au pouvoir. Si vous ne voulez pas que tout aille dans tous les sens, eh bien, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Faites un compromis avec moi. Voilà. Alors, mais là, il est arrivé à un seuil où c'est plus possible. C'est pas grave pour moi parce que vous-même, on en a parlé en off là tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous avez dit? Le système judiciaire sud-africain est un système bien spécifique. C'est le common law anglais qui fonctionne là-bas. Donc, ce ne sont pas les mêmes choses, si vous voulez, que dans nos pays francophones dans lesquels nous venons. Donc, la dynamique, comment dirais-je, juridique de l'Afrique du Sud, c'est ça qui me fait dire personnellement que Zuma ne peut pas, c'est-à-dire, il a usé de subterfuges, comme le disait notre collègue là tout à l'heure, il a usé de subterfuges. Mais là, il est arrivé au bout du rouleau, parce que je disais quand même qu'il a une épée de Damoclès qui est sur la tête, qui est la Cour constitutionnelle, qui recommande sa démission tout simplement. Et il suffit tout simplement qu'il y ait une majorité qui vote cette disposition-là au Parlement, il est obligé de partir. Ou alors, pour des raisons de corruption. C'est ça son problème. Comme on le dit, moi je le dis toujours. Youssouf Diaby. Voilà, merci. Au fait, je dis, on attend le vote de défiance parce que je sais qu'on va arriver au vote de défiance. Donc pour vous, il ne va pas accepter de partir? Zuma n'acceptera pas de partir, il ira au vote de défiance comme il a déjà fait et pouvoir manœuvrer encore pour ne pas avoir la majorité. Mais il est en guenille. Voilà, alors, il fera, parce que là, c'est au fait, dans un parti politique, on a les politiciens de métier comme Zuma et il sait que dans le cercle, il est grillé, mais au niveau des représentants du peuple, les députés qui vont faire le vote de sanction, Zuma a déjà fait une fois, c'est là il a gagné ce combat. Mais seulement. Mais là, il a gagné une fois le combat, il a gagné 2 fois le combat. Sauf que là, il a perdu la direction. Nous avons la loi qui est face à lui, c'est-à-dire qu'il peut être condamné juridiquement par le système. Il peut être condamné, il peut peut-être échapper à la dimension politique, mais la dimension juridique, ça m'étonnerait. Donc c'est sur cela que portent là ce soir les négociations au sein de l'ANC. Ces négociations sont départées. Parce qu'il a demandé, il veut quoi? En fait, les discussions portent sur les conditions du départ. Exactement. Parce que Ramaphosa nous a dit qu'il n'y a pas eu d'ultimatum, mais bon, on comprend bien que même s'il y en avait eu, on ne le dirait pas, mais ça a tout l'air d'un ultimatum. Je ne vois pas comment on ne ferait pas un ultimatum à quelqu'un qui en est arrivé à une telle situation d'impasse. Si tu ne pars pas, parce que tu as déjà perdu le parti il l'a perdu. Il ne dirige plus le parti. Il a perdu le parti. Or, comme vous le disiez, le parti, c'est quand même l'élément central. C'est le cheval sur lequel on peut aujourd'hui, en vérité, diriger l'Afrique du Sud. Là, il l'a perdu. Professeur, ce que vous oubliez, c'est que Zuma, il avait perdu encore ce même combat avec le parti. Mais lorsqu'on est arrivé dans le Parlement, il a gagné. Non, mais il n'a jamais... il a toujours été à la tête du parti. Notre cher collègue, c'est que c'est au niveau juridique. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'autre aspect. Alors, on va laisser terminer Youssouf Diaby. Et c'est là la destruction du parti. Tout à fait. C'est là la destruction du parti arc-en-ciel. C'est l'arme ultime qu'il va éviter. Donc, en ce moment, quand on arrive à ces moments, Zuma va poser les conditions de son départ. C'est-à-dire que pour tout ce qu'il a fait,
Donc pour ces accusations de corruption, oui. Je ne pense pas qu'il ait la force de pouvoir le faire. Tout simplement pourquoi? Parce que Zuma en est arrivé maintenant de négocier les conditions de départ dont on parle là. C'est pour qu'il ne puisse pas être poursuivi par la suite. Et si les autres disent non, sauf qu'on est en Afrique du Sud, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. C'est pas le système francophone et tout ce qui s'ensuit. Ça c'est clair. Le système juridique anglo-saxon. Ce sont les positions politiques externes à l'ANC qui peut négocier, mais pas sa position par rapport à l'État. Il ne peut pas, parce que le système judiciaire sud-africain, c'est un système que l'on ne peut pas, comment vous dire, instrumentaliser à un tel point de vulgarité. Alors, Youssouf Diaby, comme on le dit, wait and see. Yes. Comme on le dit, wait and see. Et on verra. Wait and see, comme le disent les Américains. On verra la force et les stratagèmes de Zuma pour pouvoir toujours s'accrocher au pouvoir. Malheureusement, c'est malheureusement, et c'est malheureux pour l'Afrique, que quand on n'a pas une bonne assiette politique, quand on n'a pas une peinture politique normale dans la société, il faut partir. Il faut avoir le temps de partir, comme l'a fait d'autres chefs d'État en Europe. Peut-être une dernière question très rapidement. Les élections générales doivent se tenir en 2019. On a vu que durant les élections de 2014-2016, le parti a véritablement perdu ses électeurs, 16 millions d'électeurs au total. Donc là, il s'agit d'envoyer un signal fort, pouvoir récupérer ces électeurs des grandes villes comme le Cap. La condition pour que l'ANC ressurgisse, c'est qu'il se débarrasse de Zuma. C'est évident. Tout simplement. S'ils n'assainissent pas le parti en se débarrassant de Jacob Zuma, ils vont encore perdre plus d'électeurs. Ce qui risque de se passer, c'est que l'ANC lui-même, historiquement, risque d'exploser. Et cette explosion va donner une nouvelle reconfiguration de l'ensemble du paysage politique sud-africain. Voilà où est-ce que ce que certains veulent éviter. C'est qu'une grande partie, certainement, de l'ANC, effectivement, veut... Donc tout à l'heure, vous aviez notamment parlé de Julius Malema, mais on a aussi d'autres figures qui sont en train d'émerger sur... Ils sont en train de venir avec le jeune Christophe aussi du Parti démocrate sud-africain, qui peut prendre le pouvoir. Si c'est mal géré cette crise, l'ANC peut perdre le pouvoir. Ça, il faut qu'on le voie. Si elle ne crève pas l'abcès, Zuma. Il faut se dire une chose. Et c'est là que Zuma le tient. Si c'est mal géré, il peut perdre le pouvoir. Un dernier mot, s'il vous plaît, Jean-Marie Bitomo. De mon point de vue, même, ce serait souhaitable. Nous sommes à l'aune de la recomposition de la scène politique, si vous voulez, sud-africaine en tant que telle. Mais Zuma, il en a tellement déjà perdu. Même si l'ANC explose, je ne suis pas sûr que s'il crée, comment dirais-je, un parti personnel, que ce parti-là aura l'adhésion de la majorité des Sud-Africains, comme l'ANC, ou même ceux qui auront proportionnellement les autres partis, comment dirais-je, qui émergeront de l'explosion éventuellement de l'ANC. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il ne faut jamais oublier que même le peu qu'il reste, que vous soulevez d'ailleurs, a raison, il le doit plus à son ex-femme, dont le rôle a été central pour qu'il conserve quelque chose au sein de la direction, au sein du noyau dirigeant de l'ANC. Mais elle a son propre jeu. C'est parce qu'elle est candidate. Il ne faut pas oublier une chose. Elle a son propre jeu. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante là-dedans, c'est que, comment dirais-je, comme vous le dites, Madame Zuma a essayé d'utiliser sa position. Et il a aussi couvert son mari pendant le temps qu'il était à l'Union africaine. C'est pour ça que je vous dis, Monsieur Diaby, c'est-à-dire il a peut-être des cartes en main, Zuma, mais il a plus, si vous voulez, il a perdu une bonne partie de ses arguments forts qu'il avait. Parce que tant que sa femme, c'était son ex-femme du moins, tant que son ex-femme était encore, si vous voulez, à la tête de l'Union africaine, elle y a démissionné en espérant quoi? En espérant d'être présidente. Prendre la direction de l'ANC. Finalement, tout s'est joué en décembre. Zuma a été tué par Zuma, par son matérialisme vulgaire. Merci beaucoup, messieurs. On continue de débattre de l'actualité africaine. Tout de suite, le grand angle. Les constructeurs automobiles à l'assaut du marché africain, un nouveau marché au potentiel énorme, et c'est notamment le cas au Rwanda où Volkswagen, le constructeur allemand, est de plus en plus présent. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Frater Ndaka Isianga.
La première voiture assemblée au pays des 1000 collines sortira vers la fin du mois d'avril 2018, selon les responsables du constructeur automobile Volkswagen qui installe une branche au Rwanda. Elle sera impliquée dans l'assemblage et la vente en détail de voitures avec des centres de services et de solutions de mobilité à Kigali, un grand acquis pour le gouvernement rwandais. We also like to promote Made in Rwanda. C'est un moment historique pour nous qui faisons la promotion du Made in Rwanda. Merci à Volkswagen d'avoir choisi le Rwanda pour lancer certains de ses nouveaux produits. C'est un chapitre nouveau qui s'ouvre dans l'histoire de notre pays et nous serons toujours prêts à vous assister. Selon les responsables, la première phase de l'investissement verra le constructeur automobile dépenser jusqu'à 20 millions de dollars américains en investissement avec une capacité de production de 5000 voitures par an. Cette phase permettra également la création de plus de 1000 emplois. Nous avons déjà fini les plans de ce que nous allons faire ici au Rwanda et le matériel arrive bientôt à Kigali. Nous avons aussi signé un accord avec nos partenaires kenyans et d'autres pays africains pour l'établissement de nos opérations ici au Rwanda. Nous allons également disponibiliser différents produits de Volkswagen pour les consommateurs rwandais. Actuellement, notre équipe sur le terrain procède au recrutement. Initialement, l'usine produira 3 modèles de voitures, mais pourra envisager plus de modèles en fonction de la demande. Elle prévoit également la possibilité d'exportation. Les statistiques de l'Office rwandais des recettes de 2017 indiquent qu'entre 7000 et 9000 voitures sont importées chaque année. Alors, les constructeurs automobiles semblent avoir trouvé un nouvel Eldorado en Afrique, en tout cas en ce qui concerne l'automobile. On l'a vu dans le reportage au Rwanda, mais aussi au Maroc. On a également l'Algérie. La question qui se pose, est-ce que l'Afrique est préparée à tirer son épingle du jeu finalement, à profiter de toute cette dynamique? Je dirais tout simplement que c'est normal. L'Afrique, c'est le marché de demain. Que vous ayez énormément de constructeurs occidentaux qui veulent s'implanter en Afrique, c'est logique parce que c'est un marché, le marché le plus solvable à venir dans les années. Donc, on fait quoi? On est en économie ici, on investit sur le long terme. Mais par contre, ce que je soulignerais là-dessus, comme vous nous avez dit qu'on n'a pas trop de temps, Zara, c'est quoi? C'est que je veux bien que nous ayons des constructeurs internationaux qui s'installent en Afrique. Mais il faut que l'Afrique commence à favoriser, c'est-à-dire ce que les chercheurs africains font. Moi, j'ai en tête, on l'a discuté sur ce plateau, nous en avons discuté sur ce plateau, à savoir que vous avez des jeunes Togolais qui ont créé, comment dirais-je, un véhicule solaire qui est adapté à nos conditions et qui nous coûte largement moins cher que ce que l'extérieur vient nous proposer. Moi, je me dis une chose, vous avez au Nigeria une grande firme multinationale qui est en collaboration avec une usine chinoise qui fait des véhicules adaptés à l'Afrique. Vous avez au Cameroun des autocars qui sont montés au niveau de l'Afrique centrale. Donc il va falloir que, je n'ai rien, c'est pas faire du nationalisme, hein, c'est tout simplement encourager, comment dirais-je, nos experts à pouvoir utiliser des solutions qui sont adaptées à l'Afrique en tant que telles. Je parle toujours d'une chose sur ce plateau, que ce soit en économie, que ce soit en politique, la notion des distances culturelles ou psychologiques, comme vous voulez. Quand Volkswagen arrive en Afrique, il investit, si vous voulez, avec des modèles qui sont des modèles occidentaux qui vont nous poser des problèmes parce que bon, le niveau de la maintenance n'est pas encore là. Les gens d'aucuns me diront, bon, je sais qu'en Afrique du Sud, ils fabriquent déjà des pièces détachées qui sont vendues dans le monde entier en tant que telles. Mais l'Afrique a besoin des solutions qui soient adaptées à notre continent en tant que tel. La distance culturelle et psychologique que nous avons vis-à-vis des Occidentaux qui ont, comment dirais-je, des beaux outils qu'ils ont élaborés et qui sont disponibles là maintenant. On ne doit pas obligatoirement, comment dirais-je, comme on dit toujours dans les systèmes politiques, il ne faut pas prendre à les copier chez nous. Il faut que nous encourageons nos ingénieurs, les jeunes ingénieurs africains qui se battent pour des choses comme ça. Pourquoi ne pas le Rwanda, pourquoi ne pas aller passer un accord avec l'usine, comment dirais-je, dont je parle au Cameroun là, vous avez une usine qui est au Nigeria, vous avez Renault qui s'est installé, vous avez parlé là tout à l'heure, qui s'est installé au Maroc, mais essayons de favoriser des solutions qui viennent de nos ingénieurs. Et ensuite, Youssouf Diaby. Oui, moi je suis tout à fait évidemment d'accord avec cette vision globale, quoi, oui, sur les conditions dans lesquelles en Afrique on doit pouvoir créer notre propre industrialisation, de créer les conditions dans lesquelles cette industrialisation va refléter nos propres besoins, etc.
Ça, c'est tout à fait juste. Et stratégiquement, du point de vue de l'histoire, c'est la seule orientation juste. Parce que pour le reste, on va rester une annexe. Exactement, une annexe. Et nous dépendrons toujours des autres. Et nous avons pour cela l'exemple des pays asiatiques, d'ailleurs, qui ont pu, tout en s'appuyant sur ce que pouvaient leur apporter les autres, ont pu créer quelque chose de national et, sur cette base-là, se lancer à la conquête du reste du monde. C'est une vision globalement juste. Mais il y a quand même un élément essentiel, je pense, qu'il faudra que nous soulignions pour le cas spécifique du Rwanda. C'est que le Rwanda, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, nous étonne, il faut le dire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est un pays qui a quand même été, pour ainsi dire, la bonne gouvernance, monsieur Gourmand, d'une horreur absolue, un génocide, et qui, au lieu de rentrer dans cette logique autodestructrice, de revanche, de guerre civile qui se poursuit sous d'autres formes, comme on le voit malheureusement dans beaucoup d'autres pays africains, a su, vaille que vaille, hein, je n'idéalise pas la situation politique ou autre là-bas, mais quand même a pu créer une dynamique d'attraction telle qu'aujourd'hui c'est l'un des pays dont le taux de croissance est l'un des plus élevés au monde. Youssouf Diaby veut intervenir. C'est un élément essentiel à mon avis. Le Rwanda ne m'étonne pas, parce que déjà le président rwandais, pour moi, c'est un dictateur. Voilà. Et il a changé de la constitution. On parle déjà des présidents qui veulent rester au pouvoir 100 ans et 200 ans. Ça, sur ce point. Maintenant, le repli sur soi au niveau industriel ne peut pas faire l'essor économique et développementaliste de l'Afrique. C'est le transfert de la technologie, c'est sur ce point que nous devons travailler. Alors, si vous vous installez, est-ce qu'il faudrait faire le transfert de la technologie avec la jeunesse africaine qui est sur place? Comment faire que demain, c'est ce qui a fait les Japonais, c'est le transfert de la technologie avec les jeunes Japonais qui étaient sortis dans les années 1930-1935, qui sont aux États-Unis, ils se sont formés et avec ces transferts, ils ont adapté cela maintenant, ils ont tropicalisé maintenant ce transfert technologique avec la culture, comme le disent certains sociologues, avec la culture de leur peuple, comme le dit aussi notre éditorialiste. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est bien, ils sont arrivés dans nos différents pays en Afrique noire, en Afrique Maghreb. Et il faut maintenant que Volkswagen, toutes ces industries qui s'installent maintenant, ce qu'ils ont fait pour les autres pays, qu'on nous donne la technologie afin que nous fassions pour nous-mêmes. Ils ne nous donneront rien du tout. D'ailleurs, ils ne nous donneront rien du tout. C'est nous qui devons avoir nos propres politiques. C'est ça qui fait le retard de l'Afrique. Alors, en fait, c'est la condition. C'est comme ça que les grandes nations, soit nous partons chercher la connaissance, ou soit... Et quand ils sont chez nous, toute la main-d'œuvre ne doit pas être européenne. La main-d'œuvre doit être africaine. Le transfert aussi. Le transfert aussi de la technologie. Voilà, le fond du problème. Le transfert de la technologie s'est fait aussi par État. C'est-à-dire que par une formation sur État. Mais quand vous venez vous installer en Afrique et que toute votre main-d'œuvre est européenne, mais il n'y a pas de transfert de technologie. Mais si cette main-d'œuvre est africaine, et qu'on accède à d'autres points, on peut avancer. Bon, avec des écoles dans la technologie. Donc un dernier mot, Jean-Marie Bitomo, qui n'est pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que le transfert de technologie, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a le noyau technologique. C'est pas aller... C'est-à-dire, quand on parle de technologie, il y a ce qu'on appelle le noyau. Du noyau d'une technologie naissent les différentes techniques que vous pouvez adapter selon les environnements dans lesquels vous êtes. Le schéma technologique. Et ce qui se passe, c'est que, comme le disait M. Gourmand, les autres ne nous laisseront jamais, comment dirais-je, la possibilité. C'est aux États d'imposer ça, une volonté d'imposer les échanges de technologies. Vous voyez pourquoi est-ce que la Chine avance? La Chine avance pourquoi? La Chine, ils viennent voir les Français. On vous achète l'Airbus, mais vous nous donnez, comment dirais-je, des licences derrière. Ce sont ces conditions-là que nous devons poser en Afrique, tout simplement. Ne pas attendre des autres qui fassent un transfert de technologie vers nous. Ça veut dire qu'à la base, quand il y a une usine qui vient s'installer, c'est-à-dire sur le contrat, je parle toujours des contrats léonins sur ce plateau, c'est que dans nos États africains, il y a trop de contrats léonins qui sont signés. Il faut que... il y ait un partage entre nos matières premières africaines et vous venez. Et j'ai toujours, comment dirais-je, dit sur ce plateau que je ne comprends pas le fonctionnement du capitalisme mondial. Dans le capitalisme mondial, quand on arrive en Afrique, quand il faut faire la pondération des apporteurs, si vous voulez, dans un business, la pondération du capital est toujours supérieure à la pondération de nos matières premières qui sont mineurées. Donc, n'attendons pas des autres. Posons ces conditions-là. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps presse. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.